Octobre 1944. Un brouillard matinal enveloppait le lac Michigan, tandis qu'une file d'autocars verts Olive franchissait les portes du complexe River Rouge, à Dearborn, dans le Michigan. À l'intérieur se trouvaient 47 prisonniers de guerre allemands, des soldats capturés en Afrique du Nord et en Sicile. Des hommes convaincus encore de la victoire finale de leur pays. Ils avaient un peu eu vent de cette sortie depuis plusieurs jours. Des murmures dans les baraquements du camp Custer, évoquant une visite particulière. Mais rien ne les avait préparés à ce qu'ils allaient voir. Parmi eux se tenait le Hauptmann Friedrich Weber, Athos, commandant de chars issu des campagnes africaines, et le lieutenant Hans Kreuger, un jeune officier qui s'était rendu au col de Cassino. Tous deux portaient en eux la certitude inébranlable que la puissance industrielle allemande inverserait le cours de la guerre. Ils pensaient que les usines de leur patrie fabriquaient les armes les plus sophistiquées au monde, que leur génie technique surpassait tout, que le temps jouait encore en leur faveur. Ils étaient sur le point de réaliser à quel point ils se trompaient de manière irrémédiable. L'usine River Rouge s'étendait sur 2000 acres, une cathédrale industrielle qui occupait 93 000 ouvriers, à son apogée pendant les années de conflit. À mesure que les bus s'approchaient, Weber colla son visage à la vitre, son souffle embuant le verre. Ce qu'il aperçut lui nouait l'estomac. Le site paraissait infini, avec bâtiment sur bâtiment, reliés par des passerelles surélevées, des voies ferrées qui se croisaient entre d'immenses édifices crachant de la vapeur dans l'air automnal. Il avait visité les usines Krupp à Essen avant la guerre, parcouru les installations Daimler-Benz à Stuttgart. Celle-ci l'avait impressionné sans doute, mais cela relevait d'une toute autre envergure. Cela ressemblait moins à une usine qu'à une petite nation autonome. Le colonel James Morrison, commandant du camp qui avait monté cette visite, se tenait à l'avant du premier bus quand il s'immobilisa. C'était un homme grand, aux cheveux grisonnants et aux yeux fatigués, qui avait passé les 2 dernières années à superviser des centres pour prisonniers dans le Midwest. Morrison avait soumis cette idée à ses supérieurs 3 mois plus tôt, affirmant qu'exposer les officiers allemands à la vraie capacité de production américaine contribuerait plus à la reconstruction d'après-guerre que n'importe quel discours ou film. Sa demande avait reçu un feu vert étonnamment rapide, jusqu'au département de la guerre. Quelqu'un à Washington saisissait l'intérêt de briser les illusions. Les officiers allemands descendirent des bus en rang impeccable, leur réflexe de discipline militaire intact, malgré leur statut de captifs. Ils portaient des uniformes modifiés, sans insigne, mais sinon identiques à ceux de leurs jours de combat. Weber remarqua des soldats américains postés à intervalles réguliers, fusil en main de façon décontractée, mais regards vigilants. Il y avait une vingtaine de gardes pour 47 prisonniers, un ratio qui paraissait presque nonchalant en comparaison de l'Allemagne. Il imaginait qu'un tel groupe d'officiers ennemis aurait été sous une surveillance bien plus stricte. Morrison s'adressa à eux en allemand correct, avec un accent lourd mais intelligible. Il rappela les règles de sécurité de base, les zones accessibles, l'interdiction de toucher du matériel ou de parler aux ouvriers sans autorisation. Puis il lâcha une phrase qui fit échanger des regards à plusieurs Allemands. La production du jour se poursuivrait normalement. L'usine ne s'arrêterait
ni ne ralentiraient pour leur passage. Ils assisteraient à une journée de travail ordinaire à Rivière Rouge. Weber peinait à y croire. Les Américains devaient bien orchestrer la visite, ne leur montrer que les parties les plus spectaculaires, peut-être gonfler les chiffres pour les impressionner. C'est ce qu'il aurait fait. Mais dès qu'ils pénétrèrent dans le premier bâtiment, le B comme on l'appelait, qui abritait les opérations de fonderie, son doute commença à s'effriter. Le bruit les frappa comme une onde de choc. C'était un vacarme fait de 1000 sons distincts. Le choc du métal contre le métal, le sifflement des systèmes hydrauliques, le grondement des creusets, déversant du fer en fusion, les cris des ouvriers se hélant par-dessus le tumulte, et la chaleur était suffocante, émanant par vagues de fours gigantesques qui couraient sur toute la longueur de l'édifice. Weber avait connu des fonderies auparavant, mais jamais d'une telle ampleur. Il observa un creuset de la taille d'une maison basculée, versant du métal liquide incandescent dans des moules défilant sur un convoyeur sans fin. La précision de l'opération était stupéfiante, chaque coulée synchronisée à la seconde près, chaque moule placé avec une exactitude parfaite là où il devait l'être. Leur guide dans cette section de fonderie s'appelait Robert Patterson, un superviseur de production qui œuvrait à Rivière Rouge depuis 18 ans. Patterson s'exprimait par l'intermédiaire d'un interprète, décrivant le procédé avec une fierté évidente. Cette partie de l'usine fabriquait des blocs moteurs pour le bombardier B-24, leur expliqua-t-il. Chaque jour, cette fonderie à elle seule moulait suffisamment de blocs pour assembler 60 moteurs d'avion complets. Les moules défilaient toutes les 45 secondes, sans interruption, jour et nuit, 7 jours sur 7. Kruger, l'officier le plus jeune, effectua rapidement un calcul mental. 60 moteurs par jour équivalaient à 1800 par mois, et cela ne représentait qu'une fraction d'un seul bâtiment dans une unique usine. Il se pencha vers Weber et lui murmura son estimation. L'officier plus âgé acquiesça d'un air sombre. Lui-même réalisait ses propres comptes, confrontant ces chiffres à ce qu'il connaissait de la capacité de production allemande. La comparaison tournait à l'avantage des Américains. Ils traversèrent la fonderie au milieu d'immenses machines qui fonctionnaient avec une intervention humaine des plus réduites. Patterson précisa que nombre d'étapes avaient été automatisées, réaménagées pour permettre à des ouvriers peu qualifiés de manipuler des équipements complexes. La pénurie de main-d'œuvre due au recrutement militaire avait stimulé l'innovation, affirma-t-il, aboutissant à un système capable de générer plus de résultats avec moins de personnel que quiconque l'aurait imaginé. Weber observa que bon nombre d'ouvriers étaient des femmes, certaines âgées, d'autres très jeunes. En Allemagne, de telles personnes auraient été jugées inaptes pour des tâches industrielles de haute précision. Pourtant, aisés, Allemagne des machines produisant des pièces avec des tolérances infimes, mesurées en millièmes de pouce. La visite se poursuivit dans l'aciérie, une autre structure colossale, où les matières premières entraient d'un côté et où sortaient de l'autre des tôleuses d'acier finies. La chaleur y était encore plus accablante, et les officiers allemands reçurent des lunettes de protection pour se prémunir de l'éclat aveuglant de l'acier en fusion. L'Oberleutnant K. L. Schneider, un officier de la Luftwaffe abattu au-dessus de la Tunisie, se sentit captivé par le laminoir.
D'énormes cylindres aplatissaient des lingots d'acier en tôle avec une puissance qui faisait vibrer le sol sous leurs pieds. Les tôles passaient à travers une série de rouleaux de plus en plus fins, chaque passage affinant l'épaisseur, jusqu'à obtenir des plaques minces et uniformes immédiatement taillées à la dimension par des cisailles automatiques. Le responsable de ce secteur, un homme corpulent du nom de Frank Novak, indiqua que cette aciérie traitait 800 tonnes d'acier par jour. Ce chiffre n'évoquait rien de précis pour Schneider, jusqu'à ce que Novak ajoute que cela correspondait à la matière nécessaire pour construire environ 130 chars moyens si on le voulait. Bien sûr, poursuivit Novak avec un léger sourire, il fabriquait en réalité des pièces pour avions et des carrosseries de camions. Mais la capacité existait pour tout autre besoin. Schneider frissonna malgré la chaleur étouffante. 130 chars équivalents en production d'acier quotidien d'un seul laminoir dans une seule usine. La production totale de chars allemands pour toute l'année 1944 ne dépasserait probablement pas 6000 véhicules. Cette installation unique, si elle était reconvertie pour l'armement blindé, pourrait théoriquement égaler ce total en une quarantaine de jours. Ce calcul était accablant. Ils firent une pause déjeuner dans une immense cantine, pouvant accueillir 3000 ouvriers. Les officiers allemands reçurent le même repas que les travailleurs américains, un plat copieux comportant du poulet rôti, des pommes de terre, des légumes frais, du pain et du café. Du vrai café, nota Weber, et non le mélange d'ersatz qui s'était généralisé en Allemagne. Il observa les ouvriers américains défiler, se servant au comptoir qui proposait plusieurs options. Les portions étaient abondantes, la qualité bien supérieure à celle des cantines militaires allemandes qu'il avait connues. Même avant la guerre, en face de Weber, se trouvait le major Wilhelm Richter, un officier plus âgé qui avait dirigé un régiment d'infanterie en Sicile. Richter mangeait lentement, le regard absent. Enfin, il murmura en allemand à voix basse, certain que les gardes étaient trop éloignés pour entendre. « Comprends-tu ce que nous voyons ici, Friedrich ? Ce n'est pas une vitrine. Ce n'est pas leur installation phare destinée à nous impressionner. C'est leur quotidien, Otis. C'est leur norme. » Weber hocha la tête, la gorge serrée, incapable de répondre. Il commençait à saisir la réalité, et cette prise de conscience était amère. Après le repas, ils entrèrent dans le bâtiment d'assemblage, et ce fut là que l'ampleur totale de la puissance industrielle américaine devint irréfutable. Le hangar s'étendait sur près d'1 mile, un vaste espace continu interrompu seulement par des piliers de soutènement. Au centre, serpentait la ligne principale d'assemblage, mais le terme de ligne semblait réducteur. C'était plutôt un fleuve de production, un courant incessant de véhicules à demi achevés qui glissaient devant des centaines de postes de travail, chacun y ajoutant des éléments dans une séquence harmonieuse, sans jamais ralentir, sans hésiter, sans s'arrêter. Leur guide en ces lieux était Thomas Chen, un ingénieur de production qui avait contribué à concevoir le système d'assemblage actuel. Chen, encore jeune, aux alentours de 30 ans, débordait d'un enthousiasme qui rappelait douloureusement à Weber son propre fils. Par l'intermédiaire de l'interprète, il exposa avec la ferveur d'un adepte convaincu la philosophie sous-jacente à la chaîne de montage.
chaque geste analysé minutieusement, chaque outil placé avec exactitude, chaque pièce livrée directement dans la main de l'ouvrier, au moment précis requis. L'objectif consistait à bannir tout temps perdu, tout effort superflu, toute réflexion inutile. Un ouvrier ne devait jamais fouiller pour trouver une pièce, ne pas avoir à se déplacer sur plus d'un ou deux pas, ni à trancher sur l'étape suivante. Le système anticipait pour eux, les orientait, rendait l'expertise superflue. Weber observa une zone dédiée à l'installation des moteurs. Le moteur, déjà monté et testé dans un autre bâtiment, descendait d'un convoyeur aérien pile au moment où le châssis arrivait à cette station. 4 ouvriers, agissant avec une précision rodée, fixaient et reliaient préliminairement le moteur en moins de 3 minutes. Puis le châssis avançait et un nouveau moteur s'abaissait pour le véhicule suivant. Le tempo était envoûtant, automatique, implacable. Combien de véhicules cette chaîne fabrique-t-elle par jour? S'enquit l'un des officiers allemands. Chen vérifia son presse-papier. Cette ligne spécifique atteint en moyenne 473 camions, achevés quotidiennement, répondit-il. Nous visons les 500 d'ici la fin du mois. Des chaînes analogues opèrent dans nos autres ateliers pour les Jeeps, les voitures de commandement et les véhicules amphibies. Un silence pesant envahit les officiers allemands. Krüger se prit à calculer malgré lui, incapable de s'en empêcher. 473 camions par jour équivalaient à plus de 14 000 par mois pour cette seule ligne. La production automobile militaire totale de l'Allemagne avoisinait peut-être 4 000 unités mensuelles, tous types de véhicules confondus, issus de l'ensemble des usines. Cette unique chaîne, dans cette unique usine, surpassait de 3 fois et demi les capacités de tout son pays. Mais Chen n'en avait pas terminé. Il les emmena sur une plateforme d'observation dominant plusieurs chaînes parallèles. De là, on distinguait 4 flux de production distincts, chacun dédié à des véhicules variés, tous progressant au même rythme inexorable. Chen indiqua divers bâtiments visibles par les fenêtres. Cette installation fabrique les moteurs, précisa-t-il. Celle-ci s'occupe des transmissions et des essieux. Plus loin, on produit les composants électriques. Au nord, l'usine de pneus en sort plus de 25 000 par jour. Tous les éléments nécessaires à la fabrication automobile sont produits sur place, dans des installations interconnectées. Schneider, l'officier de la Luftwaffe, interrogea sur la production aéronautique. Chen esquissa un sourire. « Nous n'assemblons pas d'avions complexes ici, expliqua-t-il, mais nous fournissons des pièces pour plusieurs modèles. Notre production de moteurs alimente à la fois les programmes B-24 et B-17. Nous réalisons environ 90% des moulages en aluminium pour le chasseur P-47 et nous assemblons les trains d'atterrissage pour divers types d'appareils. Combien de moteurs d'avion par mois? Insista Schneider. Chen consulta à nouveau ses notes. Nous en produisons actuellement environ 5000 unités mensuelles, dit-il. Nous prévoyons d'atteindre 6000 au printemps. Schneider chancela, étourdi. 5000 moteurs d'avion par mois dans une seule usine. La production totale d'Allemagne des moteurs pour avions se limitait peut-être à 3000 par mois, cumulés chez tous les constructeurs. La Luftwaffe qu'il avait servi, cette force aérienne qu'il tenait pour invincible, se retrouvait surpassée dans un rapport de 1 à 3
voire plus. Et cela ne concernait que les moteurs. La fabrication réelle d'avions en Amérique était sans doute encore plus déséquilibrée. La visite se poursuivit tout l'après-midi, chaque nouveau secteur dévoilant une facette supplémentaire de ce vaste système productif. Ils découvrirent l'atelier de presse où d'immenses machines découpèrent des panneaux de carrosserie avec une puissance de milliards de tonnes, le métal se modelant en courbes complexes d'un seul coup. Ils inspectèrent le secteur peinture, équipé de systèmes automatisés appliquant plusieurs couches dans des conditions maîtrisées. Les vapeurs aspirées par des ventilations déplaçant plus d'air que certains bâtiments entiers d'usines allemandes. Ils traversèrent l'usine de verre, où des milliers de vitres étaient moulées selon des normes précises, testées pour la qualité avant d'être acheminées vers les chaînes d'assemblage. Mais ce n'était pas uniquement l'ampleur qui stupéfiait et terrifiait les officiers allemands. C'était l'intégration parfaite, la manière dont chaque étape alimentait la suivante avec une intervention humaine minimale. Les matières premières arrivaient sur le complexe par rail et par bateau via la rivière Rouge. Elles étaient traitées dans les fonderies et les laminoirs. Les matériaux transformés passaient aux ateliers de fabrication pour être découpés, façonnés et usinés. Les pièces usinées convergeaient vers les zones d'assemblage où elles formaient des produits finis, et ces produits quittaient l'usine à un rythme qui paraissait inimaginable avant d'en être le témoin oculaire. Le major Richter s'engagea dans une discussion avec un ouvrier américain au cours d'une courte pause dans la visite. L'homme, âgé d'une cinquantaine d'années, arborait des mains calleuses et un regard vif et perspicace. Via l'interprète, Richter s'enquit de la durée de son emploi à l'usine. Depuis 1936, répondit l'ouvrier. 8 années. Et avant le début du conflit, que fabriquait cette usine? Des automobiles, indiqua le travailleur. Des voitures particulières pour le commun des mortels. Nous en produisions jusqu'à 7 mâles lors d'une bonne semaine. Au déclenchement du conflit, nous avons réorienté les chaînes vers la production militaire. Cela a pris environ 4 mois pour une reconversion totale. À présent, nous fabriquons ce dont le pays a besoin, insista Richter. Et les ouvriers, soutiennent-ils cette production? Travaillent-ils de leur plein gré? L'Américain le dévisagea avec une expression proche de la compassion. Nous travaillons parce que nos fils et nos frères se battent outre-mer, murmura-t-il. Chaque camion assemblé, chaque moteur achevé, représente un outil supplémentaire pour les ramener sains et saufs. Nous effectuons des heures supplémentaires, non par contrainte, mais par choix, car c'est notre manière de participer à l'effort de guerre. Cette réponse perturba Richter, bien plus que toutes les données de production. En Allemagne, l'augmentation de la sortie reposait sur la coercition, le travail forcé, des ouvriers motivés par la crainte des sanctions. Ici, en revanche, cela semblait résulter d'un engagement volontaire, de travailleurs convaincus par l'utilité de leur production. Il ignorait quel système s'avérait le plus rentable, mais il pressentait avoir sous les yeux la réponse. Tandis que l'après-midi avançait, Weber observa un autre élément qui le troubla profondément. L'usine n'opérait pas à pleine capacité. Certains postes de travail restaient inoccupés. Des tronçons de chaînes d'assemblage pouvaient accueillir plus de personnel. Lorsqu'il interrogea Chen à ce sujet, le jeune ingénieur expliqua qu'il conservait sciemment une marge de réserve.
En cas de besoins accrus dus à la guerre, il pouvait introduire un tour supplémentaire, recruter davantage d'ouvriers et booster la production de 30% en quelques semaines. L'infrastructure était prête avec cette capacité en attente. Cette idée frôlait l'insulte. L'Allemagne épuisait toutes ses ressources pour sustaining ses niveaux actuels, en dévorant l'industrie civile, en raclant les matières premières des territoires occupés, en poussant usines et main-d'œuvre aux extrêmes. Et l'Amérique, elle, retenait volontairement son potentiel, prête à en faire davantage si nécessaire. Cela évoquait une abondance de moyens presque inimaginable. La dernière étape de la visite fut le bâtiment de contrôle qualité, un vaste édifice où les produits finis subissaient des tests avant validation pour l'expédition. Là, les moteurs tournaient sur des bancs d'essai pendant des heures. Les boîtes de vitesse enchaînaient des milliers de changements de vitesse. Les systèmes électriques étaient inspectés et revérifiés. Chen précisa que près de 2% de la production était refusée à cette phase, renvoyée en réparation ou en reconstruction. Les pièces défectueuses étaient examinées pour identifier les causes d'échec et les processus d'assemblage ajustés afin d'éviter les mêmes erreurs. Un taux de rejet de 2%. Krüger estima qu'en Allemagne, on se réjouirait d'un pourcentage inférieur à 10%. Ici, il considérait 2% comme un défi à relever. Cette obsession pour la qualité, ce rejet du médiocre, reflétait une philosophie industrielle qui privilégiait l'efficacité durable plutôt que la quantité immédiate. Et paradoxalement, cette méthode générait à la fois une meilleure qualité et un volume supérieur à celui des approches plus désespérées de l'Allemagne. À la fin de la visite, alors que les officiers regagnaient les bus, Weber se retrouva à marcher aux côtés du colonel Morrison. L'officier américain était resté en grande partie silencieux durant le parcours, laissant les installations s'exprimer d'elles-mêmes. À présent, sous les rayons du soleil de fin d'après-midi, Morrison s'exprima dans un allemand mesuré. « Je tiens à ce que vous saisissiez une chose, Weber. Ce que vous avez vu aujourd'hui n'a rien d'exceptionnel. Nous disposons d'installations similaires à Detroit, à Cleveland, à Pittsburgh et dans des dizaines d'autres villes. Nous avons des usines qui assemblent des milliers d'avions, des centaines de navires. Nos raffineries produisent en un mois plus de carburant que l'Allemagne n'en obtient en un an. Nos fermes cultivent de quoi nourrir notre population, la vôtre, et la moitié de l'Europe en prime, s'interrompit Morrison avant de poursuivre. Je ne vous le dis pas pour vous humilier, je le fais pour que vous appréhendiez la réalité des faits. Ce conflit ne se remporte ni par le courage, ni par des tactiques supérieures, ni par des armes miracles. Il se gagne par la production, par la logistique, par la capacité à déployer une force matérielle écrasante. Et dans cette épreuve, le résultat ne faisait jamais de doute. Weber ne répliqua pas. Que pouvait-il ajouter? Il repensa au briefing suivi en Afrique, aux assurances confiantes des officiers allemands affirmant que les chiffres de production américains n'étaient que de la propagande, gonflés à des fins psychologiques. Il se remémorait les rapports d'espionnage qui affirmaient que le matériel américain était de moindre qualité, une camelote produite en masse, incapable de rivaliser avec l'excellence de l'ingénierie allemande.
il repensait à ses propres préjugés sur la mollesse des Américains, ce pays de boutiquiers et de cultivateurs qui n'aurait jamais pu égaler la rigueur industrielle teutonne. Tout cela n'était que mensonge. Ou pire encore, une ignorance délibérée, une cécité volontaire face à une réalité trop effrayante pour être admise. La vérité se dressait là, dans cet immense ensemble d'usines, qui fabriquait en une journée plus que l'Allemagne n'en produisait en une semaine. Elle résidait dans les ouvriers bien nourris qui optaient pour des heures supplémentaires, dans les chaînes automatisées qui supprimaient le recours à une main-d'œuvre qualifiée, dans les capacités de réserve qui attendaient sagement le jour où elles seraient requises. Cette vérité était arithmétique, irréfutable, écrasante. Sur le trajet en bus vers le camp Custer, les officiers allemands restaient tués. Quelques-uns scrutaient par les vitres le paysage du Michigan qui défilait, ses champs fertiles et ses bourgades prospères, épargnées par la guerre. D'autres gardaient les paupières closes, digérant ce qu'ils venaient de découvrir. Kruger sortit un petit carnet qu'on lui avait autorisé à conserver et se mit à noter fiévreusement tout ce qui lui revenait en mémoire, chaque chiffre, chaque précision. Il ignorait lui-même pourquoi il se donnait cette peine. Les données en soi passaient presque au second plan. Ce qui comptait, c'était l'ensemble, l'impression accablante d'un mécanisme invincible, que ni la volonté, ni le courage, ni même un génie tactique ne sauraient en vaincre. Schneider, lui, se surprit à songer aux pilotes de la Luftwaffe qui survolaient encore l'Europe, aux prises avec des circonstances insurmontables, persuadés que leur maîtrise et leur acharnement feraient la différence. Il brûlait de leur décrire ce qu'il avait observé pour leur faire saisir qu'ils ne combattaient pas seulement des aviateurs, mais des appareils. Ils affrontaient un appareil de production capable de remplacer 10 avions pour un seul abattu, de former des pilotes plus vite qu'on ne pouvait en éliminer les anciens, de supporter des pertes sans fin car sa source paraissait infinie. C'était comme lutter contre l'océan, tenter d'endiguer la marée par pure obstination. Le major Richter, assis près de l'avant du bus, les mains croisées sur les genoux, arborait un masque impassible. Il pensait à son fils, un jeune lieutenant déployé quelque part sur le front de l'Est. Il se demandait si l'adolescent réchapperait pour assister à la fin des hostilités. Il se demandait s'il lui montrait des photos de cette usine, lui exposer sa signification, lui insufflerait assez de clairvoyance pour se rendre dès que l'occasion se présenterait. Sans doute pas. Les jeunes s'accrochaient à l'idée de la victoire parce qu'ils n'avaient pas encore vécu assez pour appréhender les calculs implacables de la défaite. Ce soir-là, de retour dans les baraquements des prisonniers, les officiers qui avaient visité le site se virent assaillis de questions par ceux restés au camp. « Comment c'était » demandèrent-ils. « Qu'avez-vous vu » Weber tenta de relater son expérience, butant sur des termes qui paraissaient insuffisants pour rendre compte de l'ampleur de ce qu'il avait contemplé. Il évoqua les statistiques, les cadences de fabrication, l'étendue des installations. Ses interlocuteurs l'écoutaient avec un scepticisme marqué. De la propagande, lâcha l'un d'eux. Ils vous ont exhibé ce qu'ils souhaitaient, en grossissant les traits pour vous saper le moral. Weber eut envie de contrecarrer ces arguments, de les forcer à saisir l'évidence, mais il comprit que c'était vain. Les convictions ne basculent pas sous l'effet de chiffres
ou de preuves. Elles évoluent au fil des expériences cumulées, quand la réalité s'impose avec une telle violence que le déni n'est plus tenable. Ses camarades officiers devraient en voir leurs propres épiphanies, leur propre face-à-face avec les faits. Pour certains, cela surviendrait en apercevant les interminables convois de véhicules américains avançant vers les lignes de front. Pour d'autres, en observant les escadrilles de bombardiers qui obscurcissaient le ciel, vague après vague, sans jamais tarir. Pour les plus avisés, ce moment arriverait à temps pour capituler avant d'être balayé par une puissance insurmontable. Allongé sur sa couchette cette nuit écumla, le regard rivé au plafond, Weber méditait sur tout ce en quoi il avait cru au sujet de ce conflit, sur les perspectives allemandes, sur la triomphe inéluctable qu'on lui avait seriné. Tout n'était qu'illusion, vœux pieux fondés sur des renseignements tronqués et une foi idéologique inébranlable. La réalité, c'était ce qu'il avait vu à Rivière-Rouge, multiplié à travers un continent entier d'usines et de fermes, et d'une population résolue à mobiliser ses atouts pour l'emporter. L'Allemagne ne pouvait pas y faire jeu égal. Elle n'y avait jamais pu. L'issue s'était jouée non sur les champs de bataille d'Europe, d'Afrique ou des territoires de l'Est, mais dans les ateliers de production du Midwest américain. Dans cette aptitude à assembler plus vite que l'adversaire ne détruisait, à combler les brèches plus rapidement qu'elles n'apparaissaient, à submerger l'ennemi par une opulence matérielle pure et simple. C'était une prise de conscience amère, rendue encore plus douloureuse par la certitude qu'elle arrivait trop tard. Trop tard pour influencer l'issue du conflit. Trop tard pour épargner les vies qui seraient encore sacrifiées. Trop tard pour quoi que ce soit, si ce n'est une révélation personnelle. Weber ferma les yeux et tenta de s'endormir. Pourtant, son esprit revenait sans cesse aux chaînes de montage, au flux ininterrompu de véhicules, au rythme mécanique implacable qui se poursuivait même dans la nuit, augmentant un total qui ne cesserait de croître à chaque heure écoulée. Dans les semaines suivantes, le récit de la visite d'usine se propagea dans les camps de prisonniers du Midwest. Certains le balayaient d'un revers de main, le qualifiant d'exagération ou de propagande. D'autres tendèrent l'oreille avec attention et revoyaient leurs estimations sur l'évolution probable du conflit. Quelques-uns, ceux qui avaient vraiment saisi les implications de cette visite, se mirent à réfléchir à l'après-guerre, à la reconstruction indispensable, à la manière dont une Allemagne vaincue pourrait tirer des leçons des systèmes qu'ils avaient découverts. Le colonel Morrison transmit son rapport au département de la guerre, soulignant que la visite avait rempli son but, en exposant aux officiers allemands la puissance industrielle américaine. Il préconisait d'organiser des excursions similaires pour les prisonniers détenus dans d'autres sites, afin de contrer le mythe tenace selon lequel la production allemande égalait ou surpassait celle des États-Unis. Cette suggestion fut acceptée, et au cours des mois suivants, des milliers de prisonniers allemands furent emmenés dans des usines à travers le cœur industriel américain. Les réactions se ressemblaient toutes, choc et désarroi, lorsque des convictions chéries se heurtèrent à une réalité irréfutable. L'usine Rivière-Rouge poursuivit ses activités tout au long du conflit et au-delà, symbole de la philosophie industrielle qui avait contribué à trancher l'issue de la lutte mondiale.
À son apogée en 1944, ce complexe employait plus de 100 000 ouvriers et fabriquait du matériel militaire valant des milliards de dollars. Il produisait des chars, des moteurs d'avion, des véhicules et des pièces qui s'intégraient à presque tous les secteurs de l'effort de guerre américain. Et cela avec une fiabilité et une régularité qui permettaient de planifier les opérations sur des calendriers de production fiables, en étant certain que le matériel requis serait prêt à temps. Une fois le conflit terminé, certains officiers allemands ayant visité River Rouge rentrèrent dans leur pays pour participer à la remise en état de l'industrie dévastée. Ils rapportaient avec eux des enseignements tirés de leurs observations, des concepts sur l'automatisation, l'intégration et le contrôle qualité qui influenceraient profondément la fabrication allemande dans les décennies à venir. Weber, de son côté, devint consultant pour une entreprise automobile allemande, mettant en pratique les principes qu'il avait relevés lors de ses 8 heures au Michigan. Il n'évoqua jamais publiquement cette visite, ni le instant où il avait compris que la guerre était perdue. Mais il porta cette vérité tout au long de son existence. Kruger, le jeune lieutenant qui avait effectué tous ses calculs pendant la tournée, se reconvertit en économiste à l'époque d'après-guerre, se spécialisant dans l'analyse de la production industrielle. Ses carnets du camp de prisonniers, remplis de notes et de chiffres issus de la visite d'usine, servirent de fondement à plusieurs articles académiques comparant les capacités manufacturières durant les années de conflit. Il affirmait que le déficit de production allemand était encore plus prononcé que ne le suggéraient la plupart des récits historiques, que l'écart en termes de rendement était si colossal que aucune habileté tactique ou génie opérationnel n'aurait pu le compenser. Le complexe River Rouge lui-même subit de nombreuses évolutions au fil des décennies suivantes. Des secteurs fermèrent, rouvrirent, se modernisèrent ou changèrent de vocation, mais l'essence du lieu perdura. Un hommage à l'idée que l'ampleur, l'intégration et l'efficacité systématique pouvaient accomplir l'impossible par rapport aux approches conventionnelles. Au terme, les historiens examinant les années de guerre citent souvent River Rouge comme l'exemple par excellence de la force industrielle américaine, l'usine qui incarnait pourquoi l'issue de la confrontation mondiale avait été en grande partie décidée par les capacités productives plutôt que par les combats sur le front. Pour les 47 officiers allemands qui avaient effectué cette visite en octobre 1944, l'expérience resta un tournant décisif dans leur perception du conflit et de son dénouement. Ils étaient entrés dans l'usine en croyant à une victoire allemande possible, ou du moins à la pertinence d'une résistance prolongée. Ils en sortirent convaincus que la fin n'était qu'une question de temps, qu'ils étaient impliqués dans une bataille dont la conclusion avait été tracée dans les plannings de production et les tableaux de capacité bien avant le premier affrontement. Ce savoir n'était pas plaisant, mais il était exact, et la vérité exerce une pression qu'on ne peut ignorer indéfiniment. La leçon de River Rouge alla au-delà des personnes qui l'avaient vécue directement. Cette leçon de River Rouge allait bien au-delà des individus qui l'avaient vécue sur place. Elle révélait l'essence des conflits industriels modernes, où les guerres entre nations industrialisées se soldent in fine par la capacité de production plutôt que par le courage,
l'habileté ou même un génie stratégique. La faction capable de fabriquer plus rapidement en plus grande quantité, avec une meilleure qualité et une régularité accrue, finira par l'emporter, quels que soient les revers passages tard ou les échecs tactiques. C'est une réalité que les stratèges américains avaient saisie dès le départ, expliquant leur engagement massif dans l'accroissement des capacités productives bien avant leur entrée officielle dans le conflit. Pour les officiers allemands, cette prise de conscience arriva trop tard, au milieu d'une usine du Michigan, noyée dans le vacarme assourdissant d'un système de production fonctionnant sans relâche, jour et nuit, 7 jours sur 7, pour assembler les armes qui scelleraient la défaite de leur pays. L'ironie de la situation ne leur échappait pas. Après avoir parcouru des milliers de kilomètres depuis les fronts où ils s'étaient battus, ils réalisaient que le véritable champ de bataille se trouvait ici, dans des sites comme celui-ci, où l'issue se décidait par l'action d'ouvriers, de machines et de processus que la plupart des soldats n'avaient jamais aperçus ni compris. L'impact psychologique de cette révélation était incommensurable. Pour des officiers militaires chevronnés, formés à raisonner en termes de tactique et de stratégie, découvrir que ces éléments deviennent secondaires face à une supériorité matérielle écrasante représentait un choc déstabilisant. Cela remettait en cause non seulement le dénouement de ce conflit précis, mais l'ensemble du cadre conceptuel par lequel ils appréhendaient la guerre et la puissance des nations. Certains s'adaptèrent à cette vision nouvelle, l'intégrant à leurs réflexions et à leur parcours après la guerre. D'autres la repoussèrent, s'accrochant à des interprétations qui sauvegardèrent leur foi en la valeur de l'expertise militaire et de la volonté. Mais aucun ne pouvait effacer de sa mémoire ce qu'il avait observé, ni le instant où les illusions tombèrent, et où ils appréhendèrent la véritable essence du combat auquel ils avaient participé.